Bonjour, j'espère que tout le monde m'entend bien. Hein? Priska, est-ce que tu m'entends? Oui, je m'entends parfaitement. D'accord. Priska, on va commencer. Je pense qu'on va faire ça comme ça pour pouvoir gagner un peu de temps. C'est bon? D'accord. Merci à tous. Merci à M. Guy Ulrich. Bonjour à tous les participants, chers chefs d'entreprise de la cohorte 3. D'abord, au nom du directeur général, M. Salim Bamba, je tenais à dire merci aux différents chefs d'entreprise qui se sont inscrits et qui participent en ce moment à notre webinaire dédié à la cohorte 3 du programme d'appui à la productivité. En effet, le PAP est un programme initié par l'Agence Côte d'Ivoire PME et financé par la coopération allemande, la GIZ, qui a pour objectif l'accompagnement de 700 PME sur toute l'étendue du territoire ivoirien. Et pour ce faire, nous avons déjà eu 2 premières cohortes qui nous ont ramenés à ce jour à environ 455 PME. Et là, nous sommes à la 3e cohorte qui concerne essentiellement 250 PME ivoiriennes. Il faut dire que l'objectif du projet, à terme, vise donc la création d'emplois et l'amélioration d'emplois à hauteur respectivement de 1050 et 1200. Donc 1050 emplois améliorés et 1200 emplois nouveaux, 1050 emplois à créer et 1200 emplois à améliorer. Et pour cela, donc, dans la structuration donc, de cette cohorte 3, nous avons un parcours qui est bien identifié, à savoir l'accompagnement en termes de renforcement des capacités et également de l'accompagnement conseil institut en entreprise. Et c'est dans cette dynamique donc que nous avons pu élaborer environ une douzaine de modules à partager avec les différents chefs d'entreprise et leurs employés sur une période de 1 mois et demi dans le parcours. Il faut rappeler aussi que le programme prend fin le 30 septembre 2021 et nous avons un ensemble de modules à partager comme je le disais. Et pour le premier module, il est présenté par M. Guy Ulrich, qui est ENAC, il est administrateur cycle supérieur de l'ENA, il est administrateur principal du travail et des lois sociales, il est par ailleurs consultant expert en gestion des ressources humaines. M. Guy Ulrich est accompagné par M. Koulibaly, qui est également expert. Et donc, M. Koulibaly, d'abord, fait l'introduction et ensuite, il va passer la main à l'expert Ulrich Guy pour nous édifier à travers ce module qui est de la conclusion à la rupture du contrat de travail. Comme je l'ai dit, l'objectif du programme, c'est la création et l'amélioration d'emplois. Et certains chefs d'entreprise sont un peu sceptiques quant à la création d'emplois formels, c'est-à-dire la signature du contrat de travail. Et donc, c'est pourquoi M. Guy, il va partager son expérience, ses connaissances, donc, pour que les chefs d'entreprise puissent mesurer véritablement, simplement les implications qui ne sont pas toujours compliquées, hein, de la création d'emplois à travers la formalisation par le contrat de travail. Donc, M. Koulibaly, si vous êtes bien connecté, je vais vous laisser la parole afin de faire l'introduction avant de passer la main. M. Koulibaly est là? Est-ce que M. Koulibaly est là? Je ne vois pas M. Koulibaly en ligne. D'accord. OK. Donc, M. Dieu, en votre qualité d'expert, vous avez la parole. Certainement que M. Koulibaly pourra intervenir plus tard, au besoin. Donc, M. Guy Ulrich, M. l'expert, vous avez la parole. D'accord, je vous remercie, M. Ngouran. On va dire, vous m'avez demandé d'intervenir sur le contrat de travail de
la conclusion à la rupture. Et j'ai donc pu préparer une présentation que les participants recevront certainement après cours quand on finira la présentation. Mais on va dire ce qui importe la plupart du temps dans le schéma, c'est les échanges que nous allons avoir. Donc, essentiellement, il faut que les préoccupations soient les préoccupations que les uns et les autres vont poser et qui vont permettre qu'après coup, au sortir de cet échange, tout le monde soit, on va dire, édifié quant à comment gérer la relation de travail qu'il entretient avec ses collaborateurs. OK. Donc, les différents éléments sur lesquels nous allons passer, nous allons déjà définir le contrat de travail. Ensuite, nous allons voir les différents types de contrats de travail. La troisième partie qui est la plus délicate, c'est souvent l'exécution du contrat de travail. Et puis après, comme toute chose qui a un début, on va voir la fin du contrat de travail, c'est-à-dire la rupture. Pour définir le contrat de travail, on va voir les conditions d'existence du contrat de travail et les éléments caractéristiques de ce contrat-là. Le contrat de travail, comme tout contrat, est un élément qui répond à différentes conditions. Donc, le contrat de travail est d'abord un contrat. Et un contrat est un élément, est un aspect juridique qui fait qu'on doit avoir 4 éléments constitutifs pour pouvoir parler de contrat. Les 4 éléments sont le consentement, la capacité, l'objet et la cause. Par consentement, il faut entendre l'accord qui est donné par les parties au contrat de travail. Donc, généralement, on sait, hein, pour les PME, le contrat qui est proposé est un contrat d'adhésion parce que l'employeur, il recherche quelqu'un pour faire quelque chose de précis. Il a ses conditions, il a ses capacités et il dit, moi, je veux prendre quelqu'un pour faire telle chose. Celui qui accepte est partant pour les conditions qu'il pose et on y va. Donc, on va dire, c'est quelqu'un qui cherche un emploi et avec qui on contractualise. Dans le cas des PME, c'est généralement autour de soi ou par des recommandations qu'on fera. Donc, le consentement à la base, ce sera l'accord que ce salarié-là va donner au chef d'entreprise pour dire « je suis partant pour travailler avec vous ». Mais il faut clarifier les éléments par lesquels vous voulez travailler avec ce collaborateur-là. Clarifier les éléments, c'est de vous assurer déjà que vous êtes compris sur ce qui va être fait. Lui, il vient pour travailler. Vous acceptez qu'il vienne travailler pour vous. Donc, il donne son accord en toute connaissance de cause. Il sait le salaire qu'il va avoir, il sait les conditions dans lesquelles il va travailler. Vous voulez pas me recruter un chauffeur. OK, lui, il est chauffeur, vous venez échanger avec lui. OK, on est d'accord, je suis partant pour être chauffeur avec un salaire déterminé qui respecte la législation en vigueur. Et vous commencez, alors que dans votre entendement, vous vouliez avoir un chauffeur qui va conduire les grumiers de l'entreprise. Lui, dans son entendement, il pensait devoir être un chauffeur pour conduire le directeur général. C'est tous deux des chauffeurs, mais vous n'avez pas été d'accord sur tous les aspects qui concernent cette relation-là. Et donc, quand l'activité commence, qu'après avoir conduit un jour le DG et un autre jour, on lui demande d'aller sur un tracteur, il dit non. Et donc, le consentement ici n'était pas clair parce que les éléments autour n'avaient pas été bien indiqués. Et j'insiste là-dessus parce que généralement, dans les PME, on ne clarifie pas les éléments de la relation de travail. On commence et puis après, on voit. Donc, ça peut être un élément à problème quand le consentement n'est pas clair. Et donc, pour que le consentement soit clair, il faut éviter certaines petites failles qu'il peut y avoir dans le consentement. Si on ne l'a pas donné en toute connaissance de cause, il y a un problème. Si on l'a donné en
faisant des malversations, des manipulations par derrière pour qu'on puisse obtenir ce consentement, il y a problème. Je parle de malversation, ce que les juristes indiquent en termes de dol. Vous avez besoin de quelqu'un qui a un bac plus 2, quelqu'un falsifie un diplôme, il vient vous le présenter, vous le prenez, mais ce n'est pas la personne que vous souhaitez avoir parce qu'il n'a pas le niveau que vous voulez avoir. Il n'a pas le diplôme que vous recherchez. Donc là, il y a dol. Vous pouvez aussi vous retrouver dans le cas où il peut y avoir des violences qui sont exercées sur quelqu'un pour pouvoir embaucher ou pour pouvoir travailler. Lorsqu'on a eu la crise en 2010-2011, j'étais directeur à l'inspection du travail de Yopougon, et les chefs d'entreprise qui ont dû, on va dire, recevoir des collaborateurs parce qu'on leur mettait le pistolet sous la tempe. Donc, ce n'est pas violence qu'ils ont recruté ces personnes-là. Quand la situation s'est régularisée, si le salarié n'est pas devenu un salarié normal, qu'il a tenu compte de ce qu'il avait été envoyé par quelqu'un qui avait les armes, l'employeur pourra aisément se séparer de lui parce que son consentement n'était pas un consentement clair, volontaire et tout. Donc, ces éléments que sont l'erreur, le dol et la violence peuvent être des éléments qui vicient le consentement et donc qui peuvent empêcher qu'on puisse parler de la relation de travail. Si cela se trouve après coup, la relation de travail devient nulle et de nul effet. Le deuxième élément à prendre en compte, c'est la capacité. Il faut que le travailleur que vous prenez ait la capacité de travailler. La capacité, ce n'est pas seulement le diplôme qu'il doit avoir ou le profil qu'il a, c'est aussi l'âge. En Côte d'Ivoire, on ne peut pas travailler avant 16 ans. Donc, entre 16 ans et 18 ans, le tuteur légal, le père, la mère ou le tuteur légal devra signer le contrat de travail. C'est à partir de 18 ans, la date anniversaire, que le travailleur doit pouvoir contractualiser lui-même. L'objet du contrat de travail doit être un objet licite. On va dire, on ne peut pas contractualiser pour des choses qui sont interdites par la loi. On ne peut pas contractualiser pour ouvrir un espace où on va vendre des stupéfiants ou de la drogue, par exemple. Donc, l'objet doit être un objet licite. S'il ne l'est pas, si vous contractualisez avec une jeune dame ou un jeune homme pour le mettre dans une maison close afin que les gens passent par là, l'objet n'étant pas licite, le contrat de travail ne va pas exister. Ici, je reste au contrat de travail parce que ces éléments-là peuvent se répercuter dans tout type de contrat. Voilà. Le quatrième et dernier élément pour qu'il y ait existence d'un contrat, et particulièrement un contrat de travail, c'est la cause. Qu'est-ce qui motive le contrat de travail? Pour l'employeur, c'est très souvent le désir de recruter quelqu'un qui va faire une activité précise. Pour le travailleur, c'est très souvent le fait de devoir faire une activité précise pour assumer ses charges sociales. Mais ça ne va pas de soi. Si quelqu'un, par désir de vengeance, décide de venir dans une entreprise pour tronquer tous les chiffres de l'entreprise de sorte à ce que l'entreprise fasse faillite parce qu'il y a un contentieux avec le père ou un membre de la famille dans une vie antérieure, un peu comme on voit dans les films chinois où le petit voit ses parents qui ont été tués et après va s'entraîner pour venir se venger. Ça ne fonctionne pas. Ça a été le cas d'un chef d'entreprise qui, dans le but de se débarrasser d'un de ses collaborateurs, le fait recruter ou lui fait faire une proposition par un de ses collègues chefs d'entreprise, mais une proposition qu'on ne peut pas refuser. Et comme le collaborateur dont il veut se séparer est travailleur protégé contre qui il n'a rien, il décide donc de faire proposer ce contrat de travail-là à celui-là qui va démissionner de son entreprise parce qu'il se dit qu'il a mieux et va aller faire une période d'essai dans une autre entreprise. Et avant que l'essai s'achève, l'autre partie lui dit contrat non concluant. Donc, on va dire la cause de ce contrat-là n'était pas une bonne cause.
Après coup, heureusement pour le travailleur, il a eu des connexions qui ont pu lui faire comprendre que les deux chefs d'entreprise se connaissaient et qu'il y avait apparemment un accord malveillant. Et il a pu obtenir d'être indemnisé par les deux parties. Mais donc, la cause n'est pas toujours évidente, quoique, en principe, on recrute quelqu'un parce qu'on veut travailler avec lui, et puis le travailleur, il vient travailler pour assurer ses charges. Les éléments caractéristiques du contrat de travail. On dit que le contrat de travail est un contrat par lequel un salarié met sa force de travail à la disposition de l'autre partie qui est l'employeur sous son autorité et contre rémunération. Donc, cela nous fait ressortir 3 éléments. Il faut qu'il y ait prestation de service, il faut qu'il y ait rémunération, il faut qu'il y ait lien de subordination. La prestation de service, c'est l'activité, le talent, la capacité, ce que le travailleur peut faire ou va faire pour le compte de son employeur. Donc, si quelqu'un n'est pas en train de faire une activité pour le compte d'une autre personne, on ne pourra pas parler de contrat de travail. Chacun de nous donne de l'argent à ses enfants, à la maison, de façon régulière ou ponctuelle. Donc, on ne parlera pas de contrat de travail parce que la contrepartie ne sera pas une activité professionnelle. Donc, il faut qu'il y ait déjà une activité qui soit faite. Ensuite, il faut qu'il y ait rémunération. Le terme a évolué. Avant, on parlait de salaire. Maintenant, on parle de rémunération. Parce que si vous subordonnez juste au fait de payer le salaire catégoriel et le transport, vous allez avoir un turnover important dans votre entreprise. Parce que le salaire ne peut plus être lié qu'au salaire catégoriel défini par la loi et au transport. Parce que c'est bas. Et si vous avez des travailleurs qui ont une certaine compétence que vous limitez à cela, la concurrence va vous prendre ce travailleur-là très vite. Et vous allez être toujours à rechercher un nouveau collaborateur et puis il va partir quelques mois après parce qu'il aura eu mieux et il sera bien formé chez vous. Il pourra partir parce que vous ne payez pas bien et il n'y a pas autre chose qui entre dans la rémunération. Donc, dans la rémunération, vous allez intégrer une assurance santé ici, un sursalaire là, une prime à un tel niveau pour permettre que vous soyez concurrentiel dans votre secteur. Donc, on aura la rémunération qui sera la contrepartie à la prestation de services qu'il aura fait. Donc, s'il n'y a pas de rémunération qui est la prestation de services, l'autre élément qui va permettre de sortir le fait qu'on ait un contrat de travail, c'est le lien de subordination. Le lien de subordination, c'est le pouvoir qu'a l'employeur sur le travailleur pendant la période indiquée comme période de travail. Quand on est libre de tout engagement, qu'on peut organiser son timing comme on veut, qu'on n'a aucune obligation qui pèse sur soi, on n'est pas dans une relation de travail. La relation de travail veut que l'employeur donne des tâches à faire, indique des objectifs à atteindre, suive l'activité, puisse donner des ordres à des moments précis, puisse noter, puisse sanctionner le salarié. Quand tous ces éléments-là sont remplis, alors on est dans un contrat de travail. 2 personnes peuvent se trouver dans une situation similaire et puis un peut être en contrat de travail pendant qu'un autre n'est pas en contrat de travail. Je vais prendre le cas banal de chauffeur de taxi. On peut avoir 2 chauffeurs de taxi. Un, à qui on dit, tu travailles du lundi au samedi. Tu viens prendre le taxi à telle heure. Tu arrêtes, le soir, tu m'envoies le taxi à telle heure. Si tu as une panne sur la route, tu vas voir tel mécanicien. Si tu as un point à la police, tu m'appelles. Tu verses tel montant à la fin de la journée et puis je te paye tel montant à la fin de la semaine ou à la fin du mois. Celui-là est un contrat de travail parce qu'on a encadré son activité depuis le début jusqu'à la fin de sa journée de travail. Mais un autre, par contre, ce que vous appelez de façon ponctuelle, qui vient une fois en passant. Quand il prend le véhicule,
il part où il veut, il ramène une certaine recette. S'il a problème avec la police, il s'en occupe. Si le véhicule a une panne, il va se débrouiller pour que ce soit réparé. Vous n'êtes pas dans un contrat de travail. Parce qu'il n'y a pas de lien de subordination. Il fait une prestation, vous payez la prestation et basta. Donc, on va dire dans les deux cas, on a deux chauffeurs de taxi, mais parce qu'il n'y a pas de lien de subordination, l'un sera dans un contrat de travail pendant que l'autre ne sera pas dans un contrat de travail. Donc, quand on est dans le contrat de travail, on en a différents types. On a les contrats de travail à durée déterminée. On a les contrats de travail à durée indéterminée. C'est principalement les deux types de contrats de travail. Après, la période d'essai est une période dans laquelle on peut faire un contrat pour savoir si on veut s'entendre. Et puis, on a des contrats qui ne sont pas des contrats de travail, mais qu'on va voir quand même parce qu'ils sont assez réguliers dans le monde du travail. C'est les contrats de formation. On va commencer par le contrat de travail à durée déterminée. Il peut être à terme précis et il peut être à terme imprécis. Le contrat de travail à terme précis, c'est le contrat par lequel on dit dans le contrat de travail la période de début et de fin du contrat. Ce contrat commence à telle période, il finit à telle date. Le contrat est précis. Ce contrat-là, il peut être fait pour une journée, pour une semaine, pour plusieurs semaines, pour plusieurs mois, sans que cela puisse dépasser une période maximum de 24 mois. Donc, tous les contrats à durée déterminée que vous faites doivent se faire, que vous le fassiez par jour, sur plusieurs jours, sur des semaines ou sur des mois. Quand on va cumuler toutes les périodes, ça ne devrait pas excéder 24 mois. Le contrat de travail peut être à terme imprécis. C'est généralement pour les intérims, pour le contrat de travail journalier qui vient dans le cadre d'un remplacement ou d'un surcroît occasionnel de travail. Le cas des travailleurs saisonniers, dans le secteur agricole, on est dans des saisons, donc on sait les périodes, pas exactement les dates très souvent. Et on a les contrats chantier ou projet. Chantier, généralement dans les BTP ou projet dans les ONG internationales, par exemple, on peut se retrouver dans des projets. Ces contrats-là sont à terme imprécis parce qu'on n'a pas la date exacte de fin. On a des périodes qui sont prévues. Et ces périodes-là peuvent aller au-delà des périodes indiquées à la base, selon que l'événement qu'on a indiqué qui clôt la relation de travail intervient ou non. Donc ça, c'est des contrats à terme imprécis parce qu'on n'a pas une date exacte de fin. Et puis, on a le contrat de travail temporaire. Ça, c'est le contrat par lequel un cabinet qui est agréé pour le travail temporaire contractualise avec une structure et puis il met ses travailleurs à la disposition de cette structure-là qui est la structure qui sera l'utilisatrice du travailleur pour une période qui peut aller de 1 jour à 6 mois maximum. Après 6 mois, le salarié qui a un travail temporaire devient salarié de l'entreprise utilisatrice de facto. Donc, il faut faire attention quand vous êtes dans la relation de travail avec un prestataire ou un cabinet ou une agence de travail temporaire, s'assurer que vous restiez dans les délais. Ça, c'était pour le contrat de travail à durée déterminée. Pour les périodes d'essai, c'est des périodes qui viennent avant le contrat de travail. Dans cette période-là, le travailleur et l'employeur observent pour voir si ils veulent continuer à travailler ensemble. Donc, l'essai est à une période qui peut aller de 8 jours à 3 mois. 8 jours pour les travailleurs journaliers, 1 mois pour les travailleurs payés au mois et qui sont employés ou ouvriers, 2 mois
pour les agents de maîtrise et 3 mois pour les cadres. Ces périodes-là sont renouvelables une fois maximum. Et avant la fin de la période, si l'essai n'est pas concluant, il faut indiquer au travailleur que l'essai n'est pas concluant. C'est la seule fois où l'employeur peut dire, sans motiver, que l'essai n'est pas concluant, tout simplement. Le travailleur aussi peut dire, moi, ça ne me satisfait pas, j'arrête. Et quand ça se fait dans ces conditions-là, c'est payé sans préavis ni indemnité quelconque. On paiera juste le salaire des jours travaillés, le congé et la gratification au prorata des jours travaillés. C'est tout. Et l'essai est écrit. Un peu comme le CDD en haut, l'essai est écrit. L'essai n'est pas verbal. Il ne faut pas faire d'essai verbal. Bon, tu viens, pendant une semaine, on va voir. Non. L'essai doit être écrit. Et le renouvellement aussi doit être écrit. Ne considérez pas, quand vous avez mis un contrat de travail, 3 mois d'essai renouvelable, que c'est renouvelé quand vous vous retrouvez dans le trimestre suivant. Les contrats, dits contrats de formation, ces contrats sont apparus au bénéfice du dernier Code du travail, celui de 2015 là, par lequel on avait constaté que beaucoup de jeunes avaient besoin de partir en entreprise pour apprendre à travailler. Beaucoup de jeunes avaient besoin qu'on encadre leur activité pour qu'ils puissent en bénéficier, qu'ils ne restent pas dans l'informel. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, surtout dans les PME, qui prenaient des stagiaires ad vitam aeternam. Ils sont là depuis 3-4 ans, on dit qu'ils sont stagiaires, sans jamais clarifier leur statut, alors que souvent, ils faisaient des activités à plein temps. Donc, c'est venu pour encadrer le stage. Le stage peut être un stage d'école. Ça veut dire que le jeune a fini une formation ou un diplôme et il doit le valider après un stage, après lequel il va faire un mémoire ou un rapport. Donc, il vient en entreprise, c'est un maximum de 3 mois. Si c'est renouvelé, une fois maximum, 6 mois, on va dire, pour les ingénieurs. Ça, c'est pour le stage d'école. L'apprentissage est un autre type de stage par lequel, dans les métiers, on aide le salarié, enfin pas le salarié, l'apprenti, à avoir une période pendant laquelle il va en entreprise pour apprendre son métier et il revient. Donc, de façon intermittente, il va et il vient. Il va et il vient. Donc, dans le cursus qui peut durer jusqu'à 3 ans, il va à l'école, il fait la théorie et il va en entreprise pour faire la pratique. Dans le 3e stade, c'est le stage de perfectionnement. Là, on a affaire à quelqu'un qui a obtenu un diplôme, qui a soutenu et qui a validé ce diplôme-là, donc il l'a, mais qui n'est pas encore expérimenté parce qu'il n'a pas eu l'opportunité d'entrer en entreprise. Et donc, l'État lui-même a recours à ce type de stage à travers ces différentes structures, par exemple l'Agence Emploi Jeune et tous les bailleurs qui financent ces stages de perfectionnement. Le stage de perfectionnement peut être un stage de 6 mois qui est renouvelable une fois, 1 an maximum. Pendant le stage, le stagiaire occupe un emploi comme un salarié et il travaille à plein temps, comme tous les salariés, sauf qu'il est stagiaire. Pendant la période de stage, il reçoit une indemnité de stage. C'est une indemnité forfaitaire qu'on lui donne pour qu'il puisse aller et venir. Cette indemnité peut aller jusqu'à 150 000 francs sans avoir à payer un centime d'impôt là-dessus. Et donc, le stagiaire, il fait ses 6 mois, voire son année de stage. Et après cela, l'employeur peut ne pas le recruter, mais au moins, muni de son année de stage, il peut postuler ailleurs où il va dire, pendant 1 an, j'ai fait une activité en tant que stagiaire et c'est valable dans l'ancienneté. Et puis, on a le 4e contrat de formation qui est le chantier école, généralement qui est fait au sein des écoles de formation où les
élèves, étudiants, auditeurs sont envoyés sur des chantiers pour réaliser des ouvrages au titre de leur formation pratique. Donc, ces éléments sont importants parce que c'est généralement des portes d'entrée en entreprise. Donc, vous, en tant que PME, chef de PME, il faut les savoir et ça a des avantages que de pouvoir prendre des jeunes et les former ou les recruter à terme parce que en cas de recrutement de jeunes sans emploi, jeunes sortis d'école, il y a des abattements fiscaux qui sont faits. Et puis, on a le contrat le plus commun qui est le contrat à durée indéterminée, qui est en fait tous les autres types de contrats qui n'auraient pas respecté les formes indiquées ou les délais indiqués. Donc, quand vous avez un contrat à durée déterminée qui ne respecte pas les formes, il devient un contrat à durée indéterminée. Quand vous avez un contrat d'essai qui ne respecte pas les formes, il devient un contrat à durée indéterminée. Quand vous avez un contrat de formation qui ne respecte pas les formes, il devient un contrat à durée indéterminée. Et puis le contrat à durée indéterminée, c'est ce contrat par lequel l'employeur aura décidé de faire un bail pour toute la carrière avec un salarié. Parce que celui-là est un apport pour son entreprise et peut permettre d'avancer. Donc, il peut être aussi un contrat écrit en bonne et due forme en termes de contrat à durée indéterminée, sans que ce soit une requalification des autres types de contrats. Quels sont les différents éléments que vous devez avoir dans votre contrat de travail? C'est les éléments indiqués par le Code du travail. Ce sont le nom et l'adresse de l'employeur du travailleur, l'adresse du ou des lieux de travail habituels, la date de commencement de l'emploi et si le contrat est à durée indéterminée, sa durée, le type de travail à effectuer, la rémunération, le mode de calcul et la périodicité des paiements, la durée normale du travail, le congé annuel, les repos journaliers et hebdomadaires, les autres avantages. Si c'est une période d'essai, on indique la période d'essai, les conditions relatives à la cessation éventuelle et tous les éléments à respecter par l'employeur. Voici les éléments. Donc, pour rédiger votre contrat de travail, vous allez prendre chaque aspect qui a été présenté là pour que vous allez présenter comme article et puis votre contrat de travail remplit les conditions. On a donc le contrat de travail qu'on a défini, après, dont on a vu les caractéristiques, après on a vu les différents types, et donc maintenant, on va entrer dans l'exécution. Dans l'exécution du contrat de travail, il faut déjà voir les éléments que vous devez prendre en compte. C'est un peu en prélude à la relation de travail. Il faut voir qu'il faut constituer un dossier pour vos salariés. Vos salariés, avant d'entrer, ne faites pas l'erreur que beaucoup font en recrutant des gens qui ne leur remettent aucun document. Et puis, après coup, on ne sait plus très bien à quel moment il a commencé. On veut le déclarer à la CNPS, on n'a pas les documents. Et comme il est en train de travailler, il ne peut pas prendre un moment pour aller faire les documents. Et puis, un moment donné, on se retrouve à rompre la relation de travail. On ne l'a pas déclaré à la CNPS parce qu'il n'a pas donné les documents. Et c'est beaucoup d'emmerde. Non. Quand vous êtes en échange avec un salarié potentiel et qu'après coup, vous êtes d'accord pour commencer quelque chose, même dans la période d'essai, demandez-lui de vous fournir les documents. C'est copie de la pièce d'identité, du passeport, de la carte consulaire, des photos d'identité. C'est les extraits d'actes de mariage, les copies d'extraits de naissance lui-même et les enfants. C'est les documents qui sont les éléments de base. Il faut les avoir dans un dossier. De sorte que quand vous en avez besoin, vous n'ayez pas recours encore à lui. Automatiquement, vous pouvez prendre. Quand lui, il a des besoins, il peut aussi venir vous prendre des documents pour faire des copies. Il doit pouvoir consulter son dossier à tout moment. Donc, il faut pouvoir constituer des dossiers pour votre personnel pour ne pas rester dans l'informel. Parce qu'à terme, c'est à vous que ça porte préjudice, principalement quand vous vous retrouvez dans un conflit. Et à lui aussi, ça portera préjudice parce que vous ne pouvez pas
assurer l'ensemble des obligations qui seront les vôtres et que nous allons voir maintenant. En tant qu'employeur, votre obligation première, c'est de payer les salaires de vos collaborateurs. Le salaire, il se paie par jour, par semaine, par quinzaine pour les travailleurs journaliers et par mois pour les autres travailleurs. Quand vous payez le salaire, vous devez délivrer un bulletin de salaire. Vous devez payer le salaire dans les délais réglementaires. Vous avez au plus tard 8 jours à partir de la fin du mois pour pouvoir payer le salaire. Donc, au plus tard le 8 du mois suivant, vous devez payer les salaires. N'attendez pas le 8 pour faire le virement, pour qu'il le reçoive le 9 ou le 10. Parce qu'un travailleur qui n'a pas reçu son salaire au 9 du mois, il peut rompre la relation de travail juste parce qu'il n'a pas reçu son salaire au 8 du mois. Et s'il rompt cette relation de travail-là, on va considérer que c'est de votre fait. Et donc, vous allez lui payer en plus l'indemnité licenciement s'il a plus d'un an d'ancienneté, le préavis, et même, il pourra même vous poursuivre pour des dommages et intérêts. Donc, attention au paiement du salaire. Il faut déclarer votre salarié à la CNPS. Ça, c'est un élément important parce que cela le couvre pour les cas d'accident de travail qu'il peut avoir, les maladies professionnelles éventuellement. Pour les allocations familiales, il est couvert. On va lui reverser cela. Et puis, si tout va bien, qu'il va à la retraite, il aura droit à la retraite. Donc, il faut déclarer le salarié. C'est l'élément principal de la protection sociale qui repose sur vous. La contrepartie, c'est qu'avec le nouveau système de couverture maladie universelle, lui aussi il doit faire sa déclaration auprès de la CNAM pour la couverture maladie universelle, de sorte qu'il puisse avoir droit aux différents éléments d'assurance privée éventuellement, mais aussi de la CNPS. Et vous savez que vous devez reverser les cotisations, les vôtres et les siennes, mensuellement à la CNPS. L'employeur doit protéger ses travailleurs contre les accidents de travail et les maladies professionnelles. Il n'est pas admissible qu'un travailleur ait une entreprise avec le risque qu'à tout moment, il peut avoir un accident parce que l'employeur n'a pas mis les conditions en place pour qu'il soit protégé. L'employeur doit donner le travail convenu aux salariés. Vous choisissez un comptable, vous avez décidé de le recruter comme comptable, il n'est pas votre vigile. Donc, le comptable n'est pas celui qui va aller ouvrir le portail de façon régulière dans son emploi. Donc, il faut préciser l'activité que le travailleur va faire et puis il faut après coup s'en tenir à cela. Ça ne veut pas dire que de façon ponctuelle, on ne va pas avoir besoin du travailleur pour faire une chose pour laquelle il n'a pas été recruté, mais ça ne devrait pas devenir sa nouvelle activité. Si je reste sur l'activité du comptable qui, une fois en passant, parce que son bureau est à côté du portail, vient vous ouvrir la porte, vous n'allez pas considérer que c'est sa nouvelle activité, il va rester devant la porte pour ouvrir la porte. Voilà. Donc, le comptable n'est pas un vigile. Donc, il faut donner le travail convenu au travailleur. Si vous ne donnez pas le travail convenu au travailleur, il pourra vous poursuivre pour le fait de ne lui avoir pas donné le travail, qui est un droit pour lui. Il faut aussi permettre au travailleur de se reposer. La durée de travail, elle est connue. Dans le secteur moderne, c'est de 40 heures. Dans le secteur agricole, c'est de 48 heures ou 2400 heures par an. Et dans le secteur de gardiennage ou le secteur domestique, c'est 56 heures. Les 40 heures peuvent passer à 44 heures dans le cas de l'équivalence pour les activités qu'on ne fait pas de façon continue, où il y a des longues interruptions. On peut demander à l'inspecteur du travail de valider pour qu'on ait l'équivalence. Mais sinon, c'est le temps de travail qui est là. Cela nécessite d'avoir une durée de travail qui soit entre 6 heures et 10 heures par jour, voire 12 heures dans certains cas. Mais il faut qu'il y ait un repos journalier. Le travailleur ne doit pas travailler 24 heures, par exemple. Il faut qu'il y ait un repos journalier. Il faut que par semaine, le travailleur ait droit à une journée
24 heures de suite de repos. Vous ne pouvez pas faire travailler votre travailleur tous les jours. Il peut y avoir un événement particulier qui fait qu'on a été obligé de prendre sur un jour de repos pour qu'il travaille. Mais vous lui devez cela en termes de récupération par la suite. Donc, il faut qu'il puisse se reposer de façon journalière, de façon hebdomadaire et aussi de façon annuelle. Quand il a 1 an d'ancienneté, c'est là qu'il a droit au congé. Le congé, c'est vous qui l'organisez en relation avec les nécessités de service, avec éventuellement les désirs du travailleur, et puis vous faites votre planning et il part en congé. Parce que s'il ne se repose pas, à un moment donné, il sera plus efficace. Et vous allez vous retrouver avec un travailleur qui va vous faire un accident de travail ou bien qui ne va plus vous donner les résultats que vous attendez de lui. Donc, l'obligation de donner du repos à son salarié. Dans aussi, le repos, c'est aussi les permissions exceptionnelles que vous devez lui accorder. Pour les événements qui touchent son foyer, mariage, malheureusement, décès et autres, vous êtes obligé de donner du temps de travail, du temps de repos à votre travailleur afin qu'il puisse aller s'occuper des affaires familiales. Et ce temps-là est limité à 10 jours par an. Ça ne veut pas dire qu'on donne 10 jours en plus aux salariés, mais c'est seulement si l'événement advient. Au-delà, s'il y a plusieurs événements qui arrivent dans la même année, c'est le maximum 10 jours que vous devez payer. Les autres, il les prendra, mais vous ne les paierez pas. Enfin, il y a le travailleur qui a aussi ses obligations. C'est principalement 3 obligations. Il doit exécuter son travail lui-même avec soin. Donc, il ne doit pas faire son travail par quelqu'un d'autre. Et il doit bien le faire. Il doit respecter le règlement intérieur, donc toutes les normes, tous les principes que vous avez établis au sein de votre entreprise et qui ont été validés par l'administration et les représentants du personnel par le règlement intérieur, il doit les respecter scrupuleusement et il doit respecter sa hiérarchie. Donc, les ordres qui sont donnés. Après coup, il pourra toujours revenir pour dire non, je ne suis pas d'accord pour telle ou telle chose, mais il doit d'abord exécuter les ordres que vous lui donnez. Donc, voici les éléments liés au contrat de travail, à son exécution, donc par rapport aux obligations des parties. Et il se trouve que quand les parties n'ont pas, on va dire, respecté leur part, on peut se retrouver dans le cadre d'un conflit. Et donc, quand il y a conflit, on va devoir suivre une procédure disciplinaire. C'est tout un autre, on va dire, tout un autre champ d'action sur lequel on ne va pas s'arrêter. Mais la procédure disciplinaire, je vous la décline de façon sommaire, doit passer obligatoirement par une demande d'explication. Donc, vous devez demander des explications à votre collaborateur et vous avez donc une situation dans laquelle vous vous rendez compte que quelque chose n'a pas bien fonctionné, vous lui demandez des explications. Quand vous lui demandez une explication, il a 72 heures pour y répondre. À partir de cette date-là, vous avez 15 jours ouvrables pour décider si vous voulez sanctionner ou non. Si vous ne voulez pas sanctionner, vous laissez tomber. Si vous voulez sanctionner, vous avez les 15 jours pour le faire. Au-delà, vous ne pouvez plus sanctionner pour la faute qui a été commise. Et quand vous sanctionnez, la sanction prend effet automatiquement. Donc, que ce soit un avertissement, une mise à pied de 1 à 8 jours ou le licenciement, automatiquement, quand vous notifiez cela, ça prend effet. Ne faites pas comme celui-là qui donne une sanction aujourd'hui et qui dit, comme on est sur un chantier, dans 5 jours, quand on va finir, tu vas prendre, la mise à pied va commencer. Non. Si vous voulez attendre qu'il le fasse après, vous laissez dans vos 15 jours, vous le notifiez, il part en mise à pied. Mais vous ne le retenez pas pour qu'il le fasse pour plus tard. Et après coup, si cela ne fonctionne pas bien, qu'il y a une rupture, alors cette rupture-là sera d'un fait
ou d'un autre, on les verra en détail. Et donc, à partir de ce moment-là, on va entrer dans la rupture du contrat de travail. Ça, c'est si vous êtes dans une procédure contentieuse. Mais la rupture peut se faire même quand on n'est pas dans cette procédure-là. Les différents cas de rupture. La rupture du contrat de travail peut se faire à l'arrivée du terme du contrat de travail. Donc, un contrat à durée déterminée, le terme est prévu. Quand ça arrive, c'est la fin du contrat de travail. On prend un salarié qui est en CDI, qui fait sa carrière correctement, qui arrive au soir de sa 60e année dans le privé, il part à la retraite, c'est l'arrivée du terme du contrat de travail, cela s'achève tranquillement. La rupture peut aussi se faire du fait du travailleur. Donc, un travailleur fautif, on a vu tout à l'heure, vous vous rendez compte qu'il a fait une faute, vous avez engagé la procédure disciplinaire et vous ne pouvez pas continuer à travailler avec lui. Donc, vous décidez de rompre la relation de travail. Et cela, parce que vous avez suivi la procédure disciplinaire, vous pouvez arriver au licenciement pour faute lourde ou au licenciement sans faute avec l'exécution d'un préavis. Cela dépendra. La rupture peut aussi venir de l'employeur, soit parce que l'employeur a fauté, soit parce que dans son organisation, le travailleur ne fait plus l'affaire. Donc, si vous avez fauté, vous n'avez pas payé les salaires à un certain moment du mois, à partir du 9, que le travailleur démissionne, ce sera vous qui serez considéré comme initiateur de cette rupture-là. Mais au contraire, ça peut être une réorganisation que vous faites qui fait que certains emplois ne sont plus là-dedans. Donc, vous allez faire la procédure de licenciement collectif et vous allez vous séparer du travailleur. Ou bien, vous ne souhaitez plus continuer avec un travailleur pour une raison ou pour une autre, donc vous prenez l'initiative. Et puis, vous rompez la relation de travail en faisant l'effort de ne pas d'évoquer des motifs qui soient valables. Sinon, vous risquez par derrière d'être poursuivi pour licenciement abusif. Le quatrième élément, c'est la force majeure. Certaines fois, ça s'impose aux deux parties. Quand il y a un décès, principalement le décès du travailleur, on ne peut pas faire plus. Il faut qu'il y ait deux parties pour qu'il y ait un contrat de travail. Si le travailleur décède, on ne peut pas continuer la relation de travail, donc ça s'achève. Ce serait la même chose si l'employeur est une personne physique. Si l'employeur décède, il n'y a plus d'objet, donc la relation de travail va s'achever. Au contraire, la force majeure peut être la destruction de tout le matériel. Une entreprise qui est inondée, qui ne peut plus fonctionner, on va dire, l'employeur est obligé de mettre la clé sous le paillasson. Donc, on va dire, c'est là la force majeure qui va s'imposer aux parties. On a vu quand il y a eu les inondations en Côte d'Ivoire, différentes entreprises qui ont été inondées n'ont pas pu se reprendre. Il y a des entreprises aussi qui ont brûlé, pour lesquelles tout le matériel a pris un coup et n'avaient pas la capacité de se remettre en état, qui ont dû fermer. Et donc, quand c'est comme ça, c'est la force majeure, ça s'impose aux parties. Donc, on va se retrouver un cas de rupture pour force majeure. Et puis, le dernier cas de rupture, qui est la rupture négociée, qui vient de la volonté d'une des parties, qui l'exprime à l'autre partie, afin que les deux parties arrêtent la relation de travail, selon les clauses qu'elles conviennent, et puis elles s'entendent pour se séparer. Donc, voici les différents cas par lesquels on peut rompre la relation de travail. En cas de rupture, il y a des formalités à accomplir. Vis-à-vis du travailleur, en cas de licenciement, il y a la lettre de licenciement à donner après avoir suivi la procédure disciplinaire, demande d'explication et réponse à la demande. Si ce n'est pas une rupture du fait de l'employeur, ce n'est pas un licenciement, que c'est plutôt une démission, le travailleur va donc notifier sa démission à son employeur. Donc, l'employeur qui, quand il y a rupture de la relation de travail, doit faire les formalités.
il doit remettre le solde de tout compte. Donc, il y a le calcul des droits du salarié, que ce soit lui qui a décidé de partir, qu'il ait fait une faute, ou bien que ce soit l'employeur qui a décidé, il y a toujours un solde de tout compte qui doit sortir, qui intègre les différents éléments qui sont pris en compte pour le calcul des droits. Ensuite, il y a le certificat de travail à donner et il y a le relevé nominatif des salaires CNPS à donner aux travailleurs. C'est pourquoi il faut déclarer ces salariés parce que si vous ne le faites pas à la fin de la relation de travail, vous ne pouvez pas remettre le relevé nominatif, faire du faux pour remettre un relevé qui n'est pas exact parce qu'il n'a pas été déclaré. Donc, c'est pourquoi il faut faire les déclarations de vos salariés. Vis-à-vis de l'administration, vous avez des formalités à accomplir. Vous devez transmettre les différents documents à l'inspection du travail et à la CNPS pour dire qu'il y a rupture de relation de travail. Et s'il y a eu une faute qui a été commise à l'inspection du travail, vous allez transmettre copie de là ou des demandes d'explication. La réponse aussi doit être en copie et puis la lettre de licenciement que vous allez joindre à l'ensemble des documents administratifs que vous avez donnés aux travailleurs, que sont le relevé nominatif, le solde de tout compte et le certificat de travail. À partir de ce moment-là, vous avez accompli votre part et la relation de travail a commencé et elle s'est achevée dans les conditions qu'on a vues là. La dernière partie, c'est maintenant de payer les droits. Quel que soit le type de rupture du contrat de travail, il y a des droits à payer. Les droits qui sont basiques et qui sont dus, quel que soit le type de rupture, ce sont l'indemnité de congé payé, la gratification et le salaire de présence. Le congé est acquis pour chaque jour travaillé. Donc, quand le travailleur va arrêter, quel que soit le motif, on lui doit cela. On calcule cela au prorata du temps qu'il a fait depuis ses derniers congés ou depuis le début de son activité. Et on lui reverse cela. La gratification est due pour chaque jour travaillé. C'est pourquoi le congé et la gratification sont payés aux travailleurs journaliers. Donc, ces éléments-là sont dus. La gratification, c'est 115% du salaire catégoriel au moins, qui est payé en fin d'année, mais à partir du 1er janvier, on le paye pour avancer. Et puis, après le salaire de présence qui est dû aussi. Parce que chaque jour qu'il travaille, il a droit à cela. Enfin, les autres qui sont dus aux salariés qui, on va dire, a été licencié, ce sont les indemnités de licenciement qui est calculé sur la base d'un pourcentage entre 30% et 40% selon l'ancienneté et le temps passé en entreprise. Mais il faut au moins avoir fait 1 an d'ancienneté pour avoir droit à cela. L'indemnité compensatrice de préavis et qui est payée aux travailleurs, cela va de 1 mois à 4 mois selon l'ancienneté. Et puis, les dommages et intérêts qui vont de 3 mois à 20 mois selon la gravité du dommage et l'ancienneté du travailleur. Donc, voilà de façon à ramasser ce que Côte d'Ivoire PME et moi-même voulions partager avec vous. Maintenant, on va passer aux échanges afin de clarifier certains aspects. Je vous remercie. Allô, vous m'entendez? Oui, allô? D'accord. Monsieur Guy, vous avez fini? Oui, je viens de finir la présentation. D'accord, ok. D'accord, merci. Merci bien pour cette présentation. Je rappelle que notre intervenant, monsieur Jay, est expert. Il est administrateur principal du travail et des lois sociales. Il est par ailleurs expert en gestion des ressources humaines. Et c'est lui qui a eu donc la lourde tâche ce matin de nous présenter notre premier module de formation qui a pour thème de la conclusion à la rupture du contrat de travail. En tout cas, M. Ruch, je remercie bien. Je pense que M. Koulibaly Azaria, s'il en ligne, il voulait bien ajouter quelque chose avant qu'on passe au partage de la parole aux différents participants pour les échanges, les questions et les réponses éventuellement. M. Koulibaly, si vous êtes là, vous avez le micro. Oui, merci beaucoup de me donner la parole.
Désolé, j'ai eu des problèmes de connexion au début du webinaire. J'ai pu vous joindre à partir de la 15e minute, je pense, donc à 9h45. En tout cas, je voulais dire merci beaucoup à mon frère et ami Jay pour le sujet qu'il a abordé de façon vraiment très, très exhaustive, je vais dire. Je voulais juste ajouter un ou deux points par rapport à tout ce qui a été dit. Relever juste deux petits points. Le premier, c'est que pour qu'on puisse parler de la conclusion et jusqu'à la rupture, c'est-à-dire qu'on puisse parler du cycle de vie du contrat, il faut comprendre qu'avant ça, il y a la notion de recrutement, qui est celle-là justement et qu'il a abordé d'ailleurs avec la question de la capacité lors des conditions d'existence du contrat de travail, il y a le recrutement qui devrait permettre justement d'aider à obtenir cette capacité-là ou à la vérifier ou à la valider. La capacité étant non seulement les conditions juridiques d'accès à l'emploi comme il a signifié, mais également les questions de compétences. Et ça appelle justement pour qu'une entreprise ou un agent se mette dans un processus de recrutement, ça appelle que la personne a fait un choix, le choix d'être salarié ou le choix d'être en tout cas ressources humaines, personnel d'une organisation. Mais sinon, dans la vie, il y a trois grandes postures et ça aussi, il faut que les participants le sachent et que les gens le sachent. Il y a trois grandes postures. Il y a la posture de consultant, qui est celle d'un indépendant qui n'est pas lié par contrat de travail avec l'organisation, mais qui intervient dans les organisations pour apporter quelque chose à la réalisation des objectifs de l'organisation. Et vous avez l'autre paramètre, en plus du salarié ou du stagiaire qui, eux, sont des intervenants au sein de l'organisation qui sont réglementés par la question des contrats de travail avec les différentes formes qui ont été énoncées. Vous avez aussi la posture d'entrepreneur qui, elle, tient une posture dans laquelle l'entrepreneur va se retrouver vis-à-vis soit des organisations, de certaines organisations comme prestataire. Quand dans le travail temporaire dont il a parlé, vous pouvez avoir des entrepreneurs dans le travail temporaire qui, eux, donc, vont mettre à la disposition des entreprises de la main-d'œuvre. Et il y a les entrepreneurs qui, eux, vont produire des biens et services directement pour le marché, y compris justement, quand on parle du marché des biens et services, il y a aussi les organisations qui vont venir les solliciter pour acquérir certains biens et services. Donc, dans la vie d'un homme, il y a ces trois postures-là, et il faut à un moment donné faire un choix. Soit je suis consultant, soit je veux être salarié au sein d'une organisation, soit je veux être entrepreneur. Et chacune de ces postures appelle justement une réglementation spécifique et appelle justement à respecter un certain nombre d'éléments qu'il a soulignés vraiment dans son propos en ce qui concerne donc la posture de salarié, de personnel des organisations. Et la conclusion du contrat, au niveau de la conclusion du contrat, il y a donc des éléments que et le salarié, et sur lesquels il faut beaucoup insister, il les a mis au niveau des informations, il en a parlé énormément, mais il faut que et le salarié et l'entreprise soient conscients de cela. C'est la question de négociation des conditions de travail, négociation de la rémunération, négociation, et quand on parle de rémunération, comme il a dit, c'est la notion plus large avec tous les paramètres qu'il y a là-dedans. Et toutes les ententes qui vont se faire sur ces questions-là doivent être transcrites dans le contrat pour que demain, aucune des parties ne vienne dire véritablement autre chose. Le dernier point, c'est sur les obligations de l'employeur. Les obligations de l'employeur en ce qui concerne justement les conditions d'hygiène, de sécurité au travail et santé, sécurité au travail. Oui, l'employeur a cette obligation et l'employeur aussi ne doit pas prendre des risques incontrôlés. Je pense que la dernière réglementation donne droit à l'employé, Jay pourra intervenir là-dessus, donne droit aux salariés de refuser
certaines conditions de travail, s'il trouve que le lieu de travail, les conditions de travail représentent un risque énorme pour lui, pour sa santé, pour sa survie et autres, il peut refuser ces conditions, il peut refuser d'exécuter le travail pour lequel il a été recruté dans ces conditions-là. Et ça, c'est un élément important. Si ceux qui nous écoutent sont des chefs d'entreprise, il est donc important à chaque fois que vous avez votre organisation, que vous avez un poste, que vous fassiez une cartographie des risques d'hygiène, sécurité, santé de chacun des postes pour pouvoir voir quelles sont les précautions à prendre pour prévenir ces risques-là et pour garantir, on va dire, un espace de travail qui soit acceptable pour le salarié. Merci. Voilà ce que je voulais ajouter, tout en disant merci en tout cas à mon frère Jay d'avoir accepté d'animer ce webinaire-là. D'accord. Bonjour à tous. Bonjour, je suis Karine Yao de la division marketing et communication. Donc, je vais me charger de passer la parole pour les différentes questions des participants. Donc, pour toutes les personnes qui ont des questions à poser, elles pourront lever la main et je vais distribuer la parole ensuite. Monsieur Jack, je ne sais pas comment vous voulez qu'on procède. Est-ce que vous voulez qu'il pose des questions et vous répondez directement ou qu'on procède à des séries de questions? Non, au départ, c'est toujours la motivation vient petit à petit. Donc, on va commencer directement et puis après, on pourra voir. Donc, on va faire ça comme ça, je pense. C'est la plus simple. D'accord, OK. Donc, s'il y a des participants qui ont des questions, ils peuvent lever la main et nous allons leur permettre de les poser. Il y a M. Auguste Lago qui a levé la main, je crois. M. Auguste Lago a levé la main. Donc, il y a M. Auguste Lago qui a une question. Donc, on va lui permettre de poser sa question. Allô? Allô, bonjour à tous. Bonjour, M. Jay. Bonjour, M. Morin. Bonjour, madame. Et à tous les chefs d'entreprise. Je n'ai pas de questions, c'est juste pour dire que ce webinaire est vraiment, vraiment bienvenu. Moi, ça m'a ouvert les yeux sur beaucoup de choses, principalement le contrat de perfectionnement, le stage de perfectionnement. Donc, je ne savais pas que ça existait. Donc, je voudrais dire merci à M. Jay. Ça m'a ouvert vraiment les yeux. Puis merci à Côte d'Ivoire PME et à GIZ. Voilà. GPZ, pas GIZ, GPZ. Allô, vous m'avez entendu? Allô, allô? Allô, Madame Yao, vous avez entendu ce que j'ai dit? Oui, vous pouvez reprendre, s'il vous plaît. D'accord, donc j'ai dit, je n'ai pas de questions, mais je voulais dire merci à M. Jay. Merci pour son exposé. Son exposé m'a permis aujourd'hui de pouvoir comprendre beaucoup de choses concernant le contrat de travail. Et même principalement, ça m'a ouvert les yeux sur un type de contrat dont je ne savais pas l'existence, le stage de perfectionnement. Voilà, avec les implications. La durée de 6 mois renouvelable une seule fois et jusqu'à quelle hauteur l'indemnité de stage pourra arriver. Donc, je ne savais pas ça. Et je suis content d'avoir participé à ça. Donc, je dis merci à Côte d'Ivoire PME et à GTZ. D'accord, merci à vous, Monsieur Auguste Lago. Je pense qu'il y a Monsieur Ange Patrick Kofi qui a une question, qui a levé la main. On va lui permettre de parler. Allô? Oui, on vous entend, Monsieur Ange Patrick Kofi.
Bonjour, monsieur, bonjour, madame. Je vais vous remercier pour ce webinaire. J'ai deux questions. D'abord, la première, à quel moment commence l'ancienneté? Et puis, deuxième question, c'est relatif au relevé nominatif des salaires. Qu'est-ce qui c'est exactement et qui doit le produire? C'est-à-dire, soit c'est la CNPS ou c'est au niveau de l'entreprise. Vous pouvez reprendre votre première question, s'il vous plaît? Vous avez dit à quel moment commence? À quel moment commence l'ancienneté? Donc, je prends un exemple pour quelqu'un qui a peut-être commencé, je crois, un stage ou un essai, à une date donnée, et après, il est embauché. Donc, quelle date on doit considérer? D'accord. On va dire l'ancienneté commence à partir du moment où vous mettez en relation de travail. En stage, vous êtes en contrat de stage. Donc, on va dire, tant que les éléments liés au contrat de stage sont respectés, quand le stage prend fin, on n'est pas dans une relation de travail, donc c'est achevé. Si celui qui était en stage devient salarié, c'est un contrat de travail qu'il a désormais. Donc, son ancienneté commencera à partir de son contrat de travail. Son contrat de stage ne va pas être pris en compte. Au contraire, pour celui qui était en essai, c'est parce que l'essai est concluant qu'on continue la relation de travail avec lui. Donc, on intègre la durée de l'essai dans l'ancienneté parce que vous, si vous considérez que cette période-là n'est pas intégrée, vous risquez par devant, si vous êtes dans un conflit, d'avoir l'inspecteur du travail et le juge qui va vous rappeler alors pour dire ah, il était avec vous pendant ce temps, c'est un contrat de travail, donc son ancienneté courait déjà. Donc, pour l'essai, ça commence à partir du moment où il commence son essai. Et pour le stagiaire, c'est seulement quand il est recruté en tant que salarié que son contrat de stage commence. Et son contrat de travail commence. Maintenant, pour le relevé nominatif, c'est un document qui existe sur la plateforme de la CNPS qui vous indique par année combien vous avez, le montant qui était le montant annuel qui a été versé aux travailleurs sur lequel devait s'appuyer la cotisation qui a été faite par le travailleur et par l'employeur pour son compte. Donc, vous avez la fiche, vous n'avez qu'à tirer l'exemplaire et puis vous le remplirez, vous, en tant qu'employeur. C'est l'employeur qui doit le remplir à partir des cotisations qu'il a faites effectivement pour le salarié à la CNPS. Est-ce qu'on a été suffisamment clair? Oui, oui, effectivement. Merci. D'accord. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour les poser, vous appuyez sur l'icône, levez la main juste en bas de l'écran. Vos participants sont assez timides. Oui, c'est ce que je constate. Nous avons deux mains levées, je pense. Donc, oui, Kwame Debrou. On a Monsieur Kwame Debrou, si on ne se trompe pas. Allô, vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ok. Moi, ma question est relative, je veux dire, au salaire. Je veux simplement, la question est destinée à M. Jay, simplement savoir entre le brut et le net. Je prends un exemple. Supposons qu'à l'entrée, je négocie peut-être en net lors de l'entretien. Est-ce que les avantages tels que le mariage, le nombre d'enfants, est-ce que ça joue ou pas? Ça ne jouera pas si vous avez négocié en net. C'est-à-dire que quand vous négociez en net, l'employeur assume vos charges sociales et fiscales. Donc, tout ce qui vient comme impôt sur les traitements et salaires, IGR, cotisation à la CNPS, à la CMU, c'est l'employeur qui prend tout ça en charge. Vous avez ce que vous avez convenu. Donc, on va dire, votre changement de statut ne devrait pas lui être imposé. Ce que vous pourriez faire éventuellement sera de revenir négocier après coup une révision à la hausse de vos avoirs
si votre situation de famille change. Mais sinon, lui, qui supporte beaucoup de charges quand vous êtes célibataire sans enfant, ne demandez pas qu'il vous reverse une partie quand vous vous mariez et que vous avez un enfant. Vous voyez? Donc, c'est les négociations auxquelles vous devrez prétendre quand il y a des changements, mais ça ne va pas de soi. Il serait fondé à dire, on a négocié en net, je vous paye le salaire qu'on a convenu et je ne vais pas changer cela en augmentant mes charges. C'est bien noté. Merci. De rien. Monsieur Ange Patrick. D'accord. Voilà, on a encore la main levée de Monsieur Ange Patrick. Donc, Monsieur Ange Patrick, vous pouvez réactiver votre micro, s'il vous plaît. Apparemment, c'était une manipulation, il a baissé la main. Allô? Ok, d'accord. Allô? Oui, on vous entend, monsieur. Oui, excusez-moi, j'ai oublié la question, je vous reviens tout à l'heure. D'accord, ok. Oui, oui. D'autres intervenants? Il y a M. Si Azarias qui veut ajouter quelque chose. Oui. Oui, merci. C'est par rapport à la question sur la négociation brute ou nette et comment cela se gère. Je souscris totalement avec la réponse de M. Dier. La précision que je voulais apporter justement, puisqu'il a précisé qu'après coup, quand les événements familiaux qui modifient souvent les éléments de fiscalité interviennent, on peut revenir mais ce n'est pas forcément sûr que la négociation puisse passer avec l'employeur. C'est pour cela, ceux qui veulent prendre le risque de négocier en net, il faut à ce moment-là précis, au moment où vous négociez en net avec votre employeur, négocier en même temps pour préciser que ce net-là, c'est le net à la date de conclusion du contrat et que les événements familiaux devront être pris en compte dans la modification. C'est-à-dire parce que vous, le salarié, il négocie en net souvent parce qu'il dit « je ne maîtrise pas la fiscalité, je ne sais pas si je dis un montant brut, je ne sais pas quels sont les impôts, quels sont les éléments qui me seront retranchés. » Mais le net que vous donnez, ça veut dire que le contrat, à la réalité, vous allez le signer en brut avec ce que je suis en train de dire. Ce ne serait pas le net que vous allez mentionner dans le contrat, c'est-à-dire que vous donnez votre net, ils font les simulations à la date de la conclusion de votre contrat pour sortir votre brut, et c'est ce brut-là qui est mis au contrat. À partir de ce moment-là, vous n'avez plus, c'est comme si vous n'avez pas négocié en net, mais vous avez négocié en brut. Mais ceux qui insistent à avoir plutôt le net clairement indiqué, c'est ce qu'ils veulent. Et après, comme on dit, si vous avez conclu avec un contrat en net, ben, les événements qui interviennent n'influenceront pas. En RA, souvent, on l'utilise par rapport à la correction des inégalités entre hommes et femmes. Souvent, les gens disent, bon, OK, comme c'est deux personnes, un homme, une femme, c'est pour le même poste, pour assurer l'égalité, on va prendre un net. Mais au moment où on prend le net pour qu'ils perçoivent le même net, il faut savoir qu'ils n'auront pas le même brut, puisque quelquefois, ils n'avaient pas les mêmes caractéristiques au recrutement. Un célibataire, et même entre les hommes et les hommes, un célibataire et un marié, à la date de la conclusion du contrat, s'ils négocient en net, ils ne vont pas avoir le même brut à la date de conclusion du contrat, mais ils auront le même net sans avoir le même brut. Donc, il faut savoir utiliser cette notion de « oui, je négocie en net », parce que, comme dit M. Dier, si vous négociez en net et que c'est ce qui est conclu au contrat, ben vous aurez des difficultés à avoir des augmentations, sauf que lorsqu'il y aura une augmentation générale au sein de l'entreprise, et à ce moment-là, vous serez touché par cette augmentation. Mais en dehors de ça, vous ne risquez pas d'être touché par les augmentations ou avoir des effets des changements de vos situations. Voilà, merci. Merci, M. Koulibaly. Je pense qu'on a deux mains levées au niveau
des spectateurs. On a M. Ange-Patrick Kofi et Mademoiselle Monsieur Michel Syriac. Donc, M. Ange-Patrick, vous avez la parole. Bon, je pense qu'il n'est pas encore disponible, donc on va donner la parole à M. Michel Syriac. Oui. Allô? Allô, on vous entend. Allô? On vous entend. D'accord. Merci bien, Madame Yao. Je voulais dire merci à tous les intervenants. Au fait, bon, souvent on a un petit souci, c'est-à-dire c'est au niveau du salaire de base. C'est-à-dire avec le niveau de chaque employé qu'on désire travailler. C'est-à-dire, parfois on a un problème. C'est-à-dire on ne sait pas si bon, quel salaire au fait fixé au fait pour tel niveau, c'est-à-dire pour tel niveau d'études, pour celui qui a le bac, ou bien pour celui qui a le bac plus 2, ou bien pour un agent de maîtrise. C'était ma préoccupation, ma question. D'accord. Michel, c'est le souci de beaucoup de gestionnaires de PME. Parce que notre législation, malheureusement, ne nous dit pas à quel moment on est classé à quelle catégorie. Donc, quand en montant l'entreprise, on n'a pas mis sur pied une grille de salaire qui soit correspondante au barème de salaire officiel, on a des difficultés quant à fixer les salaires. Donc, le travail de base à faire, c'est déjà avoir le barème de salaire. Le barème de salaire actuel date de 2015. Il a été pris dans le barème de salaire, on a 22 secteurs d'activité. Et selon les secteurs, on a un tableau qui vous indique les salaires à payer selon la zone. Vous voyez mon écran, non? Vous voyez mon écran? Oui, oui. Voilà. Oui, donc, ici, je prends le secteur qui, dans le domaine des PME, est le plus, on va dire, le plus utilisé. C'est le secteur de la distribution de négoces et professions libérales et commerce. Donc, c'est le secteur général de tout ce qui est service. Donc, vous avez le barème qui part pour les employés agents de maîtrise de la première catégorie 1A à la catégorie 8B et pour les agents de maîtrise et pour les cadres de 8C à 11. Et là, selon la catégorie, vous avez le niveau de rémunération à l'extrême droite pour chaque salarié, pour chaque emploi, on va dire. Donc, quand on est en première catégorie A, c'est-à-dire pour faire un emploi qui n'a pas besoin d'une quelconque qualification et d'un diplôme, on est en première catégorie. Le salaire catégoriel est 60 000. Il est clair qu'il faut faire la différence dans les différentes catégories. Et ça va dépendre du profil de chaque poste. C'est pourquoi il est indiqué généralement de classer les différents emplois en amont. Donc, quand vous montez votre entreprise, vous devez savoir le type de profil dont vous avez besoin pour que votre entreprise fonctionne. Donc, à partir de ce type de profil-là, vous savez par exemple que vous allez avoir besoin d'un comptable, d'un assistant RH, d'un technicien de surface. Voilà, ces emplois qui sont communs là. Et donc, vous faites une grille des emplois. Et cette grille des emplois-là, c'est cette grille des emplois-là qu'on va classer selon le profil nécessaire pour occuper chaque poste. Donc, si c'est quelqu'un qui fait un emploi qui a un niveau pour lequel un niveau, sans niveau ou un niveau BEPC ou bac peut permettre de tenir l'emploi avec ou sans diplôme, vous serez dans la catégorie des employés. Quand ce sera un niveau bac plus 2 au moins, vous serez agent de maîtrise.
C'est là qu'on voit M1, M2, M3, M4, M5. Donc, maîtrise selon le niveau d'importance du poste. Et puis, quand ce sera un emploi de bac plus 4 et plus, ingénieur et tout ça, vous serez parmi les cadres. Et donc, selon le niveau où vous classerez l'emploi, vous avez le salaire catégoriel qui est indiqué là. À ce salaire catégoriel-là, vous allez ajouter le transport. Donc, on va dire, malheureusement, on n'a pas le niveau d'emploi qu'il y a dans chaque entreprise. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, le barème n'a pas dit par rapport à tel emploi, voici comment on classe. Parce qu'on considère que le chef d'entreprise doit pouvoir le faire ou s'attacher au service de personnes qui savent comment classer les emplois de leur entreprise. À partir de ce moment, ça devient une grille propre à l'entreprise qui va ajouter peut-être un sur-salaire à chaque emploi, une prime à chaque emploi et tout pour avoir la rémunération au final. Donc, c'est un peu comme ça que vous devez travailler. Donc, si vous n'avez pas la capacité pour vous approcher de personnes qui savent comment vous faire une pesée de poste, un classement catégoriel, pourront faire ça pour vous, pour qu'au sein de votre entreprise, vous ayez une grille qui soit conforme. Est-ce qu'on a répondu à votre préoccupation? Oui, effectivement, vous avez bien répondu à ma préoccupation. Merci bien. Ok, d'accord. D'accord, merci, Monsieur Michel. Nous avons deux autres mains levées. Monsieur Yoro, on va prendre d'abord Monsieur Yoro, après Monsieur Ludovic Dobé. C'est comme ça. Allô? Allô, oui, Monsieur Yoro, on vous entend. D'accord. Merci bien, madame. Je tenais à dire encore merci à Monsieur Diep pour sa brillante présentation qui nous a éclairé sur pas mal de points. Ma préoccupation, ça concerne l'augmentation des salaires. Je voudrais savoir, est-ce que l'augmentation se fait de façon tacite et si oui, à quelle fréquence? Merci. Merci, Monsieur Yoro. En principe, notre barème des salaires doit évoluer régulièrement. À partir du niveau de vie, on devait pouvoir avoir une certaine révision du barème des salaires. Ce qui était prévu, c'était 3 ans en principe. Mais bon, vous voyez, le dernier date de 2015 et je n'ai pas encore entendu qu'il y a des travaux qui sont en train d'être faits pour voir si le niveau de vie a augmenté depuis ou pas. Ça, c'est de façon générale au niveau de l'État. Maintenant, au niveau des entreprises, le salaire augmente de façon systématique, année après année, pour la prime d'ancienneté, qui est un certain pourcentage du salaire catégoriel à partir du moment où le salarié a 2 ans d'ancienneté. Donc, année après année, on aura 2%, à la 3e année 3%, à la 4e année 4% du salaire catégoriel jusqu'à 25% du salaire catégoriel quand le travailleur a 25 ans d'ancienneté. Mais on sait tous que le salaire catégoriel est bas et que les pourcentages qui sont mis là-dessus ne sont pas non plus très importants. Donc, c'est des augmentations de francs que ça fait année après année. Ce n'est pas très sensible pour le travailleur. L'autre élément par derrière, c'est qu'une bonne gestion des ressources humaines veut qu'une entreprise qui s'organise met sur pied un système d'évaluation qui permette année après année d'évoluer dans les catégories professionnelles et la grille qui est propre à l'entreprise. Très peu d'entreprises le font. Sinon, si vous avez une grille propre à votre entreprise, dans votre grille, vous savez les différentes catégories auxquelles correspondent les différents emplois. Donc, quand on entre dans un certain emploi, on sait à quel niveau on commence et à quel niveau on peut finir, quelle que soit l'ancienneté qu'on a. On ne va pas commencer en tant que technicien de surface en première catégorie et puis finir en tant que cadre en 11e catégorie si on est toujours technicien de surface. Un technicien de surface ne peut pas être cadre. Donc, quel que soit le diplôme que vous avez, si vous êtes technicien de surface, vous resterez dans les premières catégories du classement catégoriel, quelle que soit l'ancienneté que vous avez. Donc,
l'entreprise doit pouvoir organiser cela pour dire, quand le technicien de surface, on commence en première catégorie, après tel temps, quand on a été évalué, qu'on a eu telle moyenne, on va pouvoir avancer à telle catégorie. L'employeur peut même décider en interne de faire des échelons pour, dans les différentes catégories pour voir évoluer dans une certaine catégorie les travailleurs dans les différents échelons avant de passer à une autre catégorie. C'est des possibilités qui sont offertes aux employeurs. Mais ça, c'est des choses qui doivent être faites en amont. Et après évaluation, permettre qu'on puisse avancer dans la catégorie afin d'avoir une augmentation de salaire. Maintenant, si tout ça n'est pas fait, ça va donc revenir à la négociation, qui est qu'après un certain temps, le travailleur se rapproche de son employeur pour voir comment il voit son travail. Et puis, à partir du moment où il est satisfait du travail, comment il peut ressentir, lui, tout ce qu'il accorde comme force de travail à son employeur. Et là, c'est là la négociation. D'accord. Merci, Monsieur Jay. Je pense, Monsieur Yoro, c'est bon pour vous? Je suis satisfait pour la réponse. Merci. D'accord. OK. Donc, maintenant, on va passer la parole à Monsieur Ludovic Dogbé. Monsieur Ludovic Dogbé et après, Monsieur Ange-Patrick Kofi. Monsieur Ludovic, vous avez la parole. OK. Merci bien, madame. Merci bien, Monsieur Jay. En fait, la première, ce n'est pas vraiment une question, c'est juste une doléance. Est-ce que tout à l'heure, nous présenter sur son PowerPoint pour la présentation la grille salariale? Est-ce qu'on peut la recevoir? Ce que nous avons là, c'est un peu ambigu et puis c'est trop long. Et donc, alors pour lui, c'est vraiment succinct, bien présenté, bien clair. Est-ce qu'on peut la voir? Il n'y a pas de problème. Je transmettrai à Côte d'Ivoire, PME, et ils pourront vous transmettre cela. En principe, ça peut se retrouver dans différents aspects sur Internet et tout. Mais bon, le type que j'ai, je vous enverrai. Oui, j'ai vu ça, mais c'est un peu, comme j'ai dit, on cherche souvent, mais ce n'est pas très évident ce qu'on a là. On a une grille salariale au bureau, mais c'est vraiment un peu... Je vous transmettrai l'arrêté sur le barème des salaires, sans souci. OK, merci. Maintenant, la deuxième, c'est une deuxième question. Là, c'est une question. En fait, je voudrais savoir quelle est la procédure, parce qu'en fait, bon, depuis 3 ans, j'ai payé mes collaborateurs, ils sont 5 le dernier vendredi du mois. Mais malheureusement, l'année dernière, nous avons perdu nos plus gros contrats parce qu'ils ont fait on a perdu le contrat simplement parce que le n'était pas bon, mais simplement parce qu'ils ont refait un appel d'offres et puis ils ont trouvé qu'on était un peu plus cher. Donc, ça fait que maintenant, ce qu'on veut faire, je voudrais maintenant passer, tout à l'heure, vous avez mentionné qu'on a jusqu'au 8 pour payer maintenant les employés. Non, je voudrais passer maintenant donc du dernier vendredi du mois au 8, comme vous venez de le signifier. Quelle est la procédure? Est-ce que je dois leur écrire ou bien juste attendre le 8 et puis les payer le 8? D'accord. On va dire, ce qu'il y a dans la relation de travail qui souvent pose problème, c'est la communication. Commencez par communiquer avec vos collaborateurs sur vos difficultés et indiquez-leur quand vous devez prendre une telle mesure qui change les périodes, quoique légale, qui change les périodes où ils vont percevoir. Vous leur indiquez en amont les difficultés que vous avez et le fait que les salaires, le paiement des salaires va glisser d'une période à une autre. Si jamais vous pouvez même pour le mois où vous faites cette communication-là, payer dans les délais anciens, vous le faites. Donc vous dites, ah vraiment ça ne va pas, actuellement il y a quelques difficultés, on va payer autour du 8 désormais, entre le 5 et le 8 désormais, mais pour ce mois-ci, on fera l'effort de payer normalement pour que vous vous organisiez, mais à partir du mois prochain, on vous paiera entre le 5 et le 8. Par rapport à vos engagements, commencez à prendre contact avec vos créanciers ou vos logeurs ou pour toutes vos charges pour dire que vous allez payer autour du 8. Là, eux, ça les prépare, ils s'y préparent, ils préparent l'exécution de leurs charges et puis il y a moins de couacs.
Non, mais c'est bien, mais c'est bien. C'est une très bonne, très bonne approche. Merci, monsieur. Merci. D'accord, on a une main levée de monsieur Ange Patrick Kofi. Allô? Allô? Allô, oui, on vous entend. On vous D'accord. entend. OK. Oh, j'ai deux questions. Est-ce qu'il y a une différence entre le salaire de base et le salaire catégoriel? La deuxième question, c'est au niveau des droits de rupture. Est-ce que quand la rupture est du fait de l'employé, est-ce qu'il reçoit une indemnité de licenciement? Est-ce qu'il a droit à une indemnité de licenciement? Je vais commencer par ça pour dire non, un salarié qui est fautif dans le cadre d'une rupture, soit parce qu'il a démissionné, soit parce qu'il a fait une faute pour laquelle l'employeur a suivi la procédure disciplinaire et l'a sanctionné, il ne peut prétendre à une indemnité de licenciement. Donc, l'indemnité de licenciement est due au salarié qui n'a pas fait de faute et qui a été, on va dire, licencié du fait de l'employeur. Il y a une différence, effectivement, entre le salaire de base et le salaire, vous avez dit quoi? Catégoriel. Catégoriel. Parce qu'on va dire, c'est une question de terminologie. Hein. D'accord. En principe, le salaire de base est assimilé au salaire catégoriel quand on parle entre profanes. Mais quand vous êtes gestionnaire, il faut peut-être être un peu plus pointu. Le salaire catégoriel est le salaire qui est dans le barème des salaires. Donc, selon la catégorie du salarié, il a un salaire de base. Un salaire catégoriel. Le salaire de base sera donc le salaire catégoriel plus le transport qui est donné obligatoirement, qui est la base de tout salaire. Donc, tout travailleur a droit au salaire catégoriel plus le transport. Cela va devenir le salaire de base. On va même plus loin. On ne parlera même plus de salaire de base à un moment donné. On parlera de rémunération. Parce que, en plus du salaire catégoriel et du salaire et du transport, la plupart des entreprises aujourd'hui ajoutent autre chose. Le sursalaire par là, la prime, une certaine prime par ici, une prime de rendement, une prime de responsabilité et beaucoup d'autres éléments, comme des éléments même en nature dans le salaire. Ce seront une assurance santé, ce seront un véhicule, vous voyez un peu. Ces éléments-là viennent entrer dans l'ensemble des éléments du salaire pour en faire la rémunération. Donc, si vous voulez être puriste, vous pouvez considérer que le salaire catégoriel, c'est juste ce qui est dans le barème des salaires. Le salaire de base, c'est le salaire catégoriel plus le transport. Et puis la rémunération, ce sera le salaire catégoriel, le transport et tous les autres éléments du salaire en nature ou en espèces qui vont venir s'ajouter. C'est bien compris. D'accord, je pense que nous avons deux dernières questions. Monsieur Ossé, on va vous permettre de parler après Monsieur Ludovic. Monsieur Ossé, vous m'entendez? Allô, oui, on vous entend. Oui, ok. J'avais fait la formation un peu, mais à cause du réseau, mon téléphone était déchargé. Je suis venu au bureau avec un ordinateur. J'ai demandé à M. J si c'est possible de recevoir. Allô? On vous écoute. Hein? Je vais demander à M. J si possible, je pourrais recevoir en PDF la formation. Parce que j'ai pris un cours de route. J'étais dans les débuts avec la période lycée.
Oui, monsieur aussi, il n'y a pas de problème. Vous avez un problème de réseau, mais il n'y a pas de problème. Côte d'Ivoire, PME, mettra la formation sous format PDF et vous transmettra à chacun des participants. En plus du barème des salaires qui a été transmis tout à l'heure. Ok, d'accord. D'accord. Monsieur aussi, on a des difficultés à vous entendre. Je pense que votre connexion n'est pas bonne. Si vous pouvez nous laisser un message dans le chat, on pourra vous répondre. Je pense même que sa préoccupation a été prise en compte déjà par le formateur, par M. Dieu. Et tous les supports seront transmis ici à notre niveau de l'équipe projet et puis on va partager avec les participants. Donc, Karine, je pense que tu peux avancer avec l'autre intervenant. D'accord, on a M. Ludovic Dobé. On va lui passer la parole. J'ai déjà posé ma question, hein, madame. Ah, donc vous devez baisser la main. Ah, sorry. OK. Si on n'a pas d'autres questions... Je vois Antoine Assé. Antoine Assé. Et puis Kwame Clément Kofi. D'accord. Monsieur Kwame Clément, vous avez la parole. C'est plutôt Monsieur Antoine Assé, Assamoah. Vous avez la parole. Ok, je pense que Monsieur Antoine Assé. Oui, allô? Voilà, vous avez la parole. Bien prendre. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Excusez, on va prendre d'abord Monsieur Antoine Assé et après Monsieur Kwame Clément. Allô? Bonjour à tous. Bonjour, madame. Bonjour, Monsieur Antoine Assé. Oui, d'accord. Je suis Monsieur Assamoah Antoine Assé du cabinet ICT. J'ai pris la réunion en cours, la formation en cours. Et donc, il y a beaucoup de choses que j'ai dû rater. Et donc, je souhaiterais, ma préoccupation, c'est de savoir est-ce qu'il y a une durée légale pour les stages? Quand on prend des agents en stage, est-ce qu'il y a une durée légale pour que le stage puisse être fait? Et quel est, est-ce qu'en termes, la loi prévoit un niveau de rémunération pour les stagiaires? Je ne sais pas. Oui, on m'a dit qu'il y a une durée légale pour les stages. Pour le stage école, donc pour celui qui doit valider un diplôme, c'est de 3 mois maximum. D'accord. C'est renouvelable éventuellement une fois pour les ingénieurs. Et puis, pour le stage de qualification, stage de perfectionnement, c'est de 6 mois, renouvelable une fois. Donc, 12 mois maximum. Quel que soit le niveau. Oui. Quel que soit le niveau, c'est-à-dire... Quel que soit le niveau. Quel que soit le niveau. 6 mois, 12 mois. Et on va dire, les niveaux de rémunération peuvent aller jusqu'à 150 000 francs. Jusqu'à 150 000 francs, ce sera non imposable. À partir de 1 franc après 150 000, le surplus sera imposable. Donc, jusqu'à 150 000, c'est non imposable et au-delà de 150, imposable. D'accord. OK. D'accord. Donc, merci beaucoup. De rien, monsieur. Comme le dirait les autres, si on peut recevoir les supports, ce serait vraiment intéressant pour nous. Vous les recevrez dès la fin de la formation. OK. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Nous allons donner la parole maintenant à monsieur Kwame Clément Kofi. Monsieur Kwame Clément, vous avez la parole.
Son micro est ouvert, mais on n'entend pas. Monsieur Kwame Clément, vous nous entendez? Essayez d'activer votre micro. Son micro est activé, mais apparemment, il ne parle pas. Ou bien on ne l'entend pas en tout cas. D'accord, je pense que... Allô? Karine, je pense que si on n'a plus de questions, on va... Il y a une dernière question de Priska Kouadjo. Donc, on va prendre la dernière question. Et puis, voilà. D'accord. D'accord. Priska, vous avez la parole. Ok, merci beaucoup, Karine. Alors, Monsieur Jay, ma question est relative au point de l'exécution du contrat de travail, les obligations de l'employeur. Pour un cas pratique que je veux évoquer, si un employeur n'arrive pas à respecter une des obligations qui a été énumérée dans votre présentation, pour un cas d'un employeur, par exemple, qui n'arrive pas à payer en fait ses employés sur une longue période, je dirais peut-être sur 3 mois, 4, 5 mois, 6 mois. Et qu'est-ce qui pourrait arriver? En fait, je veux dire, quelles seraient les mesures que l'employé pourrait prendre pour pouvoir bénéficier de sa rémunération? Également, est-ce qu'au niveau de l'inspection du travail, est-ce que l'inspection a la possibilité de vérifier si l'employeur qui prétend peut-être être dans l'incapacité financière d'assurer ces rémunérations-là, est-ce que l'inspection du travail peut effectuer des vérifications pour s'assurer qu'effectivement l'employeur est en difficulté financière? Ou comment est-ce que ça se passe? Je vous remercie. On va dire une obligation dans le cadre de la relation de travail. Les obligations sont, les juristes disent, synalagmatiques. Ça veut dire, c'est parce que vous faites votre part que l'autre est obligé de faire sa part. Si vous ne pouvez pas payer le salaire des gens, ou vous ne pouvez pas leur donner le travail, ou vous ne pouvez pas les déclarer à CNPS, ou vous ne pouvez pas accomplir, les protéger dans le cadre du travail, vous ne pouvez pas être un employeur qui va, on va dire, justifier de votre capacité à imposer votre pouvoir de subordination. C'est cela en fait. Donc, on va dire, au final, le travailleur qui n'a pas son salaire, il n'y a pas d'excuse. C'est comme vous n'avez pas d'excuse à ne pas faire votre travail. Donc, quand il saisit l'inspection du travail, on ne vous cherchera pas d'excuses pour voir si vous avez eu des problèmes et si vous avez perdu des marchés. C'est vous qui êtes investisseur, c'est vous qui êtes entrepreneur. En tant qu'entrepreneur, comment vous vous arrangez pour réussir à assurer vos charges? C'est vous qui voyez. Donc, quand le travailleur fait ressortir qu'il n'a pas le salaire, tout ce qui se passe pour l'inspecteur du travail, c'est de vous dire de payer. C'est tout ce qui va se passer. Et malheureusement, quand il va y avoir rupture, parce que vous n'avez pas assumé cette part-là, on va considérer que la rupture est abusive et de votre fait. Donc, quand vous êtes chef d'entreprise, ces aspects-là, vous ne devez pas jouer avec. Vous devez trouver les moyens pour au moins assurer cela, quitte à vous débattre pour avoir des marchés, parce que quand c'est bon, c'est vous qui êtes le premier bénéficiaire. Quand ce n'est pas bon, en tant qu'investisseur, vous devez assumer en fait. C'est dur, mais c'est comme ça. D'accord. Merci, Monsieur Jay. Mais dans ce cas d'espèce, si l'employeur n'arrive toujours pas à trouver les moyens de pouvoir
régler les salariés. En fait, c'est un cas vécu d'un proche qui a dû finalement laisser tomber en fait ce que lui devait l'employeur parce qu'elle était censée, elle a proposé un échéancier qu'elle ne respectait pas. Et c'était des balades en inspection et à tout moment, et finalement, il a dû laisser tomber. Voilà. Donc, c'est pour ça, en fait, que j'ai posé la question, quelles sont les mesures, en fait, envers l'employeur qui, malgré le fait que l'inspection lui impose d'effectuer tous les règlements dus à l'employé, n'arrive toujours pas à respecter. Bon, quand on ne respecte pas, soit c'est parce qu'on ne peut pas, et donc l'entreprise ne fonctionne pas. Non, ce qu'on fait, c'est, on m'a dit fermer son activité et avec les dividendes, payer les droits des salariés et passer à autre chose. Ou bien c'est de mauvaise foi, et que là, quand c'est de mauvaise foi, l'entreprise continue de fonctionner. D'autres ont leur salaire et l'employeur ne peut pas, ne veut pas reverser cela. Donc là, ça va prendre le élan contentieux et le juge va donc devoir trancher. Dans ce cas-là, il va trancher en faveur du salarié. Et donc, s'il tranche en faveur du salarié, que l'entreprise existe toujours, le salarié aura donc la décision du juge à exécuter en mettant la main sur les biens de l'entreprise ou de l'employeur. OK. Merci beaucoup, Monsieur Dieu. D'accord, je pense que nous n'avons plus de questions. Je vais passer la parole à Monsieur Paul Ngouran. D'accord, merci beaucoup, Karine. Je voudrais dire encore merci à Monsieur Guy Ulrich et également à Monsieur Si Azaria Koulibaly, nos deux intervenants du jour. Et dire merci également à tous les participants. Pour rappel, M. Guy Ulrich, notre formateur de ce jour, M. Guy est administrateur principal du travail et des lois sociales. Il est consultant senior en droit du travail et en gestion des ressources humaines, donc on ne peut pas trouver meilleure personne pour ce module de formation. Il a également 17 ans d'expérience dans le conseil et la résolution des contentieux d'entreprise en matière d'application de la législation du travail. Il est par ailleurs auteur de 2 manuels, dont le guide pratique des relations du travail, paru en 2017, et également le monde du travail face à la crise en 2021. Donc, c'est M. Dieu qu'on a eu l'honneur de recevoir ici pour notre premier module. À côté de lui, M. Koulibaly Sié, il est consultant expert en management. Il fait partie du club des mentors de l'agence Côte d'Ivoire PME. Ce que je voulais rappeler à nos deux intervenants, c'est que nous avons environ une douzaine de modules. Et force est de reconnaître qu'ils ont un très bon profil et qu'on pourra encore les solliciter, n'est-ce pas, pour l'animation d'autres sessions de formation. Je voudrais aussi, au nom du directeur général, dire merci à l'ensemble des chefs d'entreprise, des participants, dire merci à la GIZ, le bailleur, notre partenaire financier sur le projet, représenté par M. Esso, mais qui a des difficultés avec sa connexion Internet. Et dire merci à notre équipe de communication, à tous les collègues qui ont aidé, n'est-ce pas, à l'organisation de cette session de formation. Je voulais préciser aux chefs d'entreprise, aux participants, que ce n'est que le début d'une série de formations que nous allons partager ensemble. La semaine prochaine, nous aurons 2 autres modules que sont le manuel et le recueil de procédures dans une petite et moyenne entreprise. Comment est-ce qu'on peut organiser les procédures dans une entreprise? Parce qu'une entreprise, bien qu'elle soit petite, il est important d'avoir le minimum. Donc, on peut passer à un recueil ou des manuels de procédures afin de définir les différentes responsabilités, les différentes chaînes de circulation de l'information et de l'activité au sein de l'entreprise. Aussi, nous avons la seconde formation qui est l'impact de la motivation du salarié sur la performance de l'entreprise. Comment est-ce qu'on peut accroître, n'est-ce pas, on peut impacter positivement ou négativement la performance de l'entreprise par la motivation ou non du travailleur.
Donc, vraiment, je vous invite donc à... On vous enverra les liens incessamment cette fin de semaine ou en début de semaine prochaine, avec les dates précises et les noms des intervenants. Je vous exhorte donc à bien vouloir vous inscrire pour pouvoir participer à ces sessions. Ce que nous essayons de faire au niveau du programme d'appui à la productivité, surtout sur cette cohorte 3, c'est de trouver des thématiques assez concrètes qui puissent directement impacter l'organisation, les pratiques et les modes de gestion sur les différents axes de fonction des entreprises concernées par le projet. Donc, les chefs d'entreprise sont exhortés à y mettre beaucoup de sérieux, beaucoup de volonté, afin que, n'est-ce pas, nos indicateurs de création et d'amélioration d'emplois existants puissent être atteints. Merci à tous. Monsieur Dieu, je ne sais pas si vous voulez dire quelque chose. Je suis en train de conclure la session. D'accord. Je voudrais remercier Côte d'Ivoire PME pour l'opportunité qui m'a été donnée d'échanger avec les chefs d'entreprise et autres gestionnaires. J'espère que chacun va pouvoir, on va dire, prendre ces éléments d'information qui ont été reçus afin de permettre de structurer au mieux les entreprises qu'on a, qui ont besoin d'être de plus en plus fortes par le respect des normes et puis qu'on puisse avoir un monde entrepreneurial qui soit plus fort. Donc, je vous remercie pour cette opportunité. D'accord. Merci, M. Dieu. M. Koulibaly, si vous avez juste un petit mot de fin à dire. Oui, juste dire merci. Merci à la direction générale, à toute l'équipe d'organisation de ces webinaires. Et puis également, merci pour son amitié et d'avoir sur une proposition de ce module. C'était vraiment enrichissant. Et puis, voilà, à la prochaine. D'accord. Merci beaucoup, M. Koulibaly. Merci, M. Dieu. Merci à tous. Il est 11h31. On a prévu finir à 11h30. Nous sommes dans le temps. Merci aux chefs d'entreprise. Encore, merci. Et puis, à la semaine prochaine. Je vous enverrai, comme l'a dit le formateur, et le support de formation et également le barème de salaire qu'il m'a déjà envoyé. Merci. Bon appétit à tous et puis à la semaine prochaine.